Bonjour à tous, bienvenue dans ce moment de partage entre des experts et vous-même. Je vous accompagnerai tout au long de ces échanges. Je me présente rapidement, Gilles Bortelus, je suis le délégué régional Languedoc-Roussillon de l'IFO-RME. Je suis volontaire au sein de l'IFORM depuis une vingtaine d'années. J'ai œuvré dans la sécurité des hôpitaux et passé une partie de ma vie en tant qu'officier de sapeur-pompier. Alors nous allons au cours de ces 60 minutes vous parler des risques majeurs et de la conduite à tenir en cas de survenue d'un événement préjudiciable. Cette visioconférence est organisée par l'AFPCNT, l'Association française pour la prévention des catastrophes naturelles et technologiques, et l'IFO-RME, l'Institut français des formateurs risques majeurs et protection de l'environnement. Un grand merci au public et auditeurs du Canada, de l'Outre-mer, d'Haïti, du Sénégal, de l'Algérie, du Maroc, de la Suisse, qui vont suivre cet événement, des Français de l'étranger, mais aussi les autres qui font le geste de suivre la dynamique française, tous résilients face aux risques et qui se sont joints à nous. Je voudrais citer également des personnes que vous ne verrez pas, mais qui sans elles rien n'aurait été possible et qui depuis plusieurs semaines œuvrent à la réalisation de ces échanges, à la technique Virginie Perromat de l'AFPCNT et à la communication les membres de l'équipe de l'IFO-RME. Comment prendre conscience que l'on est exposé aux risques, aux dangers, bien connaître son environnement territorial, mais et surtout son environnement immédiat, je veux dire humain. Tous ces éléments vont être abordés maintenant. Vous aurez l'occasion d'entendre 3 experts que je remercie d'être présents. Monsieur Michel Sacher, directeur du CIPRE, le Centre d'information pour la prévention des risques majeurs, vous parlera des risques majeurs naturels et technologiques et parfois de leur interaction. Monsieur François Gourand, prévisionniste à l'unité média de Météo France, abordera le réchauffement climatique et ses conséquences. Et monsieur Virgile Mounier, du CEPRIM, le Centre pyrénéen des risques majeurs, vous donnera un exemple d'un territoire face au risque, une petite commune située dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Il évoquera également l'importance du DICRIM, l'information à la population. Chaque intervenant disposera de 15 minutes non élastiques. Vous pourrez déposer vos questions sur le chat, sur le côté de l'écran, pendant les interventions. Elles seront traitées lors des 15 dernières minutes. Je les relayerai auprès des experts. Je vous souhaite une bonne visioconférence et vous retrouve dans 15 minutes. Je laisse la parole à monsieur Michel Sacher. Je vais vous parler des risques majeurs d'une façon très vulgarisée, si vous voulez. Je pense que tout le monde a peut-être une petite idée de ce que c'est qu'un risque majeur. Je vais en quelques diapos essayer de préciser les choses, de faire un petit peu un tour d'horizon. En tout cas, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire pour que chacun puisse améliorer la culture du risque. Et cette vulgarisation est nécessaire. Cette approche globale des risques me semble assez nécessaire. Alors, les risques majeurs, c'est des schémas qu'on connaît tous, que vous avez tous déjà vus. Le risque majeur, c'est trois éléments que j'ai ici mis en gras et souligné. L'aléa, alors j'ai pris un exemple sur un aléa inondation. C'est un aléa qui est le plus important en France. Beaucoup de communes en France sont concernées. Donc l'aléa, ici, c'est donc le cours d'eau qui déborde. C'est le danger potentiel. L'aléa, c'est le danger potentiel. On sait tous qu'est-ce que c'est qu'un aléa que nous maîtrisons nous-mêmes. Si je prends un exemple, quand on fait le plein de sa voiture, l'aléa, c'est l'essence qui coule du robinet dans le réservoir. Et donc, on sait bien qu'il ne faut pas trop s'amuser avec cette essence parce que, évidemment, il peut y avoir des dangers. Le danger potentiel, c'est ça. Ensuite, le risque, c'est la deuxième composante, ce sont les enjeux. Les enjeux humains, économiques, environnementaux. D'abord les hommes ou les femmes qui peuvent être touchés par cet aléa, mais également les bâtiments, l'environnement, etc., etc. Si je reprends la parallèle avec la voiture, l'enjeu, c'est évidemment nous qui sommes en train de remplir le réservoir d'essence. Et le risque ici, c'est qu'on le voit bien, les enjeux, c'est-à-dire les bâtiments qui sont proches de la rivière ici, ils sont submergés quand l'aléa, c'est-à-dire quand le cours d'eau déborde. Et si je reprends le parallèle avec le plein de voitures, c'est que l'aléa, on l'a vu, l'essence,
L'enjeu, c'est nous. Et le problème et le risque, c'est quand nous répondons au téléphone ou que nous allumons une cigarette quand on remplit son réservoir d'essence. On sait bien le maîtriser. Évidemment, personne autour de ce webinaire ne va allumer une cigarette quand il allume l'essence. Donc, on sait tous maîtriser les risques. Le risque, c'est qu'il y ait le feu et que nous soyons pris dedans. Donc, on maîtrise les risques. Ce risque, il est plus ou moins grave en fonction de différents facteurs qui sont aussi en gras et soulignés en bas. Ça dépend de la cinétique. La cinétique, c'est la vitesse de l'aléa. Ici, dans le cadre de l'inondation, il peut y avoir des inondations de plaine, c'est-à-dire un grand fleuve comme le Rhône. Alors, je ne vais pas prendre la Loire, mais le Rhône ou la Seine peut mettre du temps à monter. Le niveau de l'eau peut monter en quelques heures, voire quelques jours, et donc on a le temps de s'y préparer. Donc, cette cinétique est assez lente. Un torrent de montagne, il peut y avoir une cinétique très très forte et on peut voir quasiment des vagues arriver dans le lit des cours d'eau. La cinétique peut aggraver l'aléa. L'intensité, ensuite, c'est autre chose. C'est l'intensité, on peut parler d'un peu de gravité. L'intensité de l'aléa, c'est la hauteur peut-être de cette vague qui peut être là. Une petite vaguelette de quelques centimètres, ça peut inonder quelques berges. Une grande vague de plusieurs mètres, évidemment, ça peut augmenter la problématique. Et alors, le risque est aussi affecté par la vulnérabilité des enjeux ou l'importance des enjeux. Évidemment, on comprend bien chacun dans notre tête qu'il y a différents types de vulnérabilité ou d'importance des enjeux. On s'inquiétera beaucoup plus si une école est touchée par une inondation que s'il y a 3 ou 4 maisons inhabitées dans un lotissement. Si on a réussi à évacuer le lotissement et qu'il y a des maisons habitées, on se dira oui, c'est bien dommage, on va essayer de reconstruire et de faire quelque chose qui ne va pas. Mais s'il y a 200, 300 élèves dans une école et qu'il y a une vague importante qui est là, comment on fait pour évacuer les élèves, comment on fait pour prévenir les parents, comment on fait pour les mettre à l'abri. Donc la vulnérabilité est très différente là-dessus. Et donc le risque majeur, c'est la confrontation de tout ça. L'aléa, l'enjeu, le risque, et le risque, il est majeur quand il y a une forte cinétique, une forte intensité ou une forte vulnérabilité des enjeux. Donc voilà, le risque majeur, c'est donc 6 mots, quelque part, qu'il faut qu'on ait chacun dans notre tête, et ça permet de quantifier ou de comparer les différents risques, que ce soit des risques naturels ou des risques technologiques. Voilà, alors les risques, il y a différents risques. Alors il y a, normalement, j'ai mis ça dans la marge à gauche, 7 risques majeurs au moins. Les risques majeurs sont définis dans un listing qui est fait par le ministère de l'Environnement en particulier ou le ministère de l'Intérieur. Et en gros, on a 5 risques naturels sur la métropole. Je sais qu'on a des gens qui habitent dans les dômes et les tombes peut-être. Les risques naturels sur la métropole, il y en a 5 et les risques technologiques, il y en a 4. Alors, il y a d'autres risques naturels qui touchent plutôt les dômes, c'est les volcans et les cyclones. Mais la nomenclature pour le territoire métropolitain est la suivante, c'est 5 risques naturels majeurs. Les inondations, j'ai dit tout à l'heure que c'était l'aléa qui était le plus fréquent en France, les avalanches, plutôt les zones montagneuses évidemment, les incendies de forêt. Alors évidemment, on pensait que c'était plutôt le sud de la France, le tour de la Méditerranée. L'an dernier, on a bien vu que les incendies de forêt avaient touché des zones qui n'avaient pas l'habitude d'être soumises à ces incendies de forêt. Et avec le changement climatique, ces zones peuvent remonter beaucoup plus au nord. Les mouvements de terrain, ça touche une grande partie de la France. Souvent, il y a peu de victimes, c'est plutôt, ça touche les bâtiments, mais ça peut toucher, il peut y avoir aussi des victimes. Les séismes, je ne vous fais pas un dessin, on a vu ça dernièrement, la Turquie, le Maroc, le séisme, ça arrive en France. Le grand séisme meurtrier, le dernier, c'était en 1909 à Lambesc, à côté d'Aix-en-Provence. Les risques technologiques, on les connaît aussi. Les risques technologiques, ça veut dire quoi? C'est l'homme, le réalisateur des infrastructures qui génèrent ces risques. Les barrages, évidemment, si un barrage saute, on l'a vu là aussi il n'y a pas très longtemps en Libye, un barrage, ça peut amener une grande submersion. Le risque industriel, évidemment, une usine qui peut brûler ou exploser. Le risque nucléaire, on le connaît, on a entendu parler, il y a pas mal de centrales nucléaires en France. Et le transport de matières dangereuses, on l'oublie beaucoup, mais il y a quand même beaucoup de transport, ne serait-ce que l'essence qu'on met dans nos voitures et qui part des raffineries pour alimenter les stations-service.
Voilà. Alors, j'ai pris juste l'exemple, je travaille beaucoup sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc le sud-est de la France. On peut voir sur la première carte, c'est une carte de la région. Il y a 6 départements, les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-Maritimes, le Vaucluse, les Alpes-Haute-Provence et les Hautes-Alpes. 6 départements, environ 5 millions d'habitants qui habitent là, environ 1000 communes. C'est assez facile à se rappeler. On voit bien que toutes les communes sont soumises à des risques majeurs. Et suivant l'intensité de la couleur rouge ou vert, on a plus ou moins de risques. Mais on a toujours, avec le vert le plus foncé, c'est 1 ou 2 risques, et le rouge le plus foncé, c'est 7 ou 8 risques. Toutes les communes en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et quasiment toutes les communes en France aujourd'hui sont soumises à des risques majeurs. Et donc, chacun d'entre nous parce qu'il habite dans ce territoire, ou parce qu'il se déplace, ou parce qu'il va voir des parents, il va amener ses enfants à l'école, il va consulter un médecin, il est confronté un jour ou l'autre, ou il est confronté à un territoire qui peut être soumis à des risques. Ça ne veut pas dire qu'on aura la réalisation de l'aléa et donc le risque. Ça veut dire que les aléas sont présents et que peut-être, suivant la probabilité, il peut y avoir des événements qui font qu'il y ait des risques. Je reprends sur la carte de droite, c'est le département des Alpes-Maritimes, et c'est les arrêtés de reconnaissance de catastrophes naturelles. Alors, je ne vais pas expliquer qu'est-ce que c'est que la catastrophe naturelle. C'est un système qui a mis en place l'État pour rembourser, en gros, les gens qui ont subi des risques majeurs naturels. Et on voit là aussi sur ce département qu'il y a des communes qui ont eu 30 arrêtés de catastrophes naturelles depuis que ça existe environ depuis 30 ans. 30 arrêtés de catastrophes naturelles, ça veut dire que beaucoup de communes ont beaucoup d'arrêtés de catastrophes naturelles, donc ils voient passer des événements. Alors, pour gérer les risques, il faut d'abord les connaître. Et donc, avec ce petit schéma qui peut ressembler à une triviale poursuite, eh ben, qu'est-ce que c'est? Il y a les 7 piliers de la gestion des risques. Alors, on va commencer par ce qui est en vert clair, la connaissance. D'abord, la connaissance. Je laisserai la Météo France parler de la connaissance de toute l'aléa météo, mais il y a d'autres organismes qui regardent et qui connaissent les risques. Le BRGM, par exemple, pour les séismes. Ensuite, il faut les surveiller. Quand on les connaît, il faut bien les connaître, les étudier. C'est plutôt du scientifique. Ensuite, on les surveille. Météo France fait la surveillance, par exemple, de tout ce qui est atmosphérique. On le surveille. Il y a d'autres façons de surveiller. Les industriels, par exemple, surveillent les installations. Il y a quelque chose qui est très important que j'ai sorti là-dedans, c'est l'information. C'est un peu le cœur de la culture du risque. Si on veut se protéger d'un aléa potentiel, il ne faut pas s'exposer par méconnaissance. Et pour ne pas s'exposer, il faut que toute la population, à partir de la connaissance et de la surveillance, sache qu'est-ce que c'est qu'un risque, quand est-ce qu'il peut survenir, et donc l'information est importante là-dedans. Ensuite, il y a plutôt des choses qui viennent pour éviter qu'il y ait des gens qui s'exposent. L'aménagement du territoire, c'est en marron. La réduction de la vulnérabilité, on appelle ça la protection, ou on peut la mitigation. Si on peut la réduction des aléas, par exemple, dans une usine, on va réduire la quantité de matières dangereuses, par exemple. La préparation aux situations d'urgence est absolument nécessaire, c'est-à-dire la gestion de crise, les pompiers, comment on fait pour intervenir. Alors, ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'on fait de la prévention. La prévention, c'est on fait tout pour que l'événement n'arrive pas. La prévision, c'est mais on sait que l'événement va arriver, donc on met tout en place pour essayer de le gérer au mieux. On fait de l'intervention pour éviter que l'événement s'étende à l'extérieur et qu'il y ait d'autres personnes qui soient concernées. Et ensuite, on fait du retour d'expérience pour essayer de revenir à la normale, avec en particulier les assurances qui peuvent intervenir là-dedans. La culture du risque, c'est qu'est-ce que je fais moi et qu'est-ce qu'il faut que je connaisse. La culture du risque, et pour gérer un risque, ben, c'est surtout se mettre à l'abri quand il y a un événement potentiel qui peut me toucher et ne pas s'exposer par mes connaissances. Toute la politique de la gestion des risques en France, elle est autour de ça, c'est-à-dire on a constaté qu'il y avait beaucoup de victimes parce qu'ils se mettaient eux-mêmes en danger. Se mettre en danger, on ne le fait certainement pas exprès parce qu'on ne connaît pas très souvent, mais on peut se dire c'est quand même assez ridicule d'aller photographier un incendie de forêt ou d'aller photographier sur une jetée une mer déchaînée. On peut être emporté parce que la mer va nous emporter. Et donc, vous avez dans ce tableau ici, en gros, le premier réflexe qu'il faut avoir quand on est confronté à un aléa. Séisme, on se met sous la table. Inondation, on monte à les étages. Feu de forêt, on ferme les volets. Et vous avez tout ça, je vous laisserai le lire, ce sera à votre disposition. On m'a dit de parler aussi du NATEC. On se dit qu'il peut y avoir des très grosses catastrophes qui sont industrielles. On craint ça parce qu'en réalité,
on a assez peu, nous, citoyens, de prise sur la gestion des risques dans une usine. Mais on se dit, ben, évidemment que la nature, le risque naturel peut toucher une usine. Tout le monde comprend, comprend ça quand on parle de Fukushima. Fukushima, en réalité, c'était une centrale nucléaire, mais l'événement initiateur de l'événement de Fukushima, de l'accident de Fukushima, c'est d'abord un séisme qui s'appelle le séisme de Tohoku. Et ce séisme a lui-même entraîné un tsunami, on a une photo à gauche, et ce tsunami a dépassé les murs qui protégeaient la centrale nucléaire de Fukushima. Et cette fois, centrale de Fukushima, eh ben, elle a explosé, les réacteurs ont explosé. Et donc, on voit bien qu'il y a un lien, qu'il peut y avoir un lien entre le risque naturel qui est assez difficilement maîtrisable et le risque industriel qui peut être exposé à ces événements, à ces aléas naturels. Je ne vais pas rester longtemps là-dessus. Il y a des photos sur les catastrophes. Les feux de forêt, c'est assez impersonnel, mais on a vu ça dernièrement. Tout le monde a vu ça à la télévision. À droite, c'est... Vous voyez tout à fait en haut à gauche de la photo, il y a un ruisseau avec de l'eau. Il a repris son cours naturel, mais on a bien vu, on comprend bien sur cette photo que quand l'événement s'est produit, ben, il a complètement débordé et qu'il a touché de très grandes surfaces. À gauche, en bas, un séisme à Lambesc, que je vous en ai parlé tout à l'heure, à côté d'Aix-en-Provence. Et à droite, ben, là, c'est un accident industriel. Là aussi, c'est quelque chose qui est connu. C'est le cratère de l'usine AZF avec l'explosion en 2001. Je vous remercie et je suis prêt à répondre à vos questions. Alors, merci beaucoup, Monsieur Sacher, pour votre exposé qui est très clair. Une intervention rapide, mais nécessaire parce que notre temps est compté. Alors, on sait maintenant ce que sont les risques majeurs, naturels, technologiques. On sait à peu près comment s'en protéger. Il nous faut maintenant savoir si nous y sommes exposés. Alors, Monsieur François Gourand, lui, par son exposé, va nous apporter des éléments de réponse en ce qui concerne Météo France. Bonjour à tous. Alors, attendez, je vais partager mon écran. Voilà. Voilà, donc effectivement, on a vu un certain nombre de risques. Donc moi, évidemment, je vais vous parler plus précisément des risques météorologiques, voir comment ils se manifestent déjà chez nous en France métropolitaine en l'occurrence, mais comment ils vont évoluer et aussi, très important, comment s'informer. Donc, je vais commencer par vous parler de quelques événements très récents qui se sont passés en cette année 2023, donc en France métropolitaine en l'occurrence. Tout d'abord, du point de vue des températures, vous avez ici sur le graphique qui se trouve à gauche, les températures donc relevées à l'échelle de la France chaque jour entre le 1er juin 2023 et le 20 septembre sur ce graphique. Donc, vous pouvez voir ici la courbe là, qui est arrondie, qui montre la température normale pour chacun de ces jours-là sur cette période. Et donc ici la courbe évidemment qui varie beaucoup plus, qui est la valeur quotidienne relevée en France chaque jour. Donc quand on est en rouge, on est au-dessus de la normale. On a des jours, disons, anormalement chauds, et quand on est en bleu, on est en dessous de la normale. Donc on voit que sur cette période, notamment ici sur le mois de juin, on a été constamment bien au-dessus de la normale, de telle sorte qu'on a connu à l'échelle de la France métropolitaine le deuxième mois de juin le plus chaud depuis le début des relevés de Météo France, et même pour certaines villes du nord de la France, c'était même le mois de juin le plus chaud, jamais relevé. Ensuite, on a eu un été un peu plus variable, avec des périodes chaudes et plus fraîches qui ont alterné, je dirais plus classiquement, on va dire, avec même une période assez fraîche début août, dont vous vous rappelez peut-être, avant une remontée assez spectaculaire après le 15 août et en deuxième partie de mois, avec notamment une vague de chaleur tardive, parce qu'elle s'est produite après le 15 août, exceptionnelle sur le sud du pays notamment, puisqu'elle a donné lieu à de très nombreux records de température, et même parfois des records absolus de température, c'est-à-dire des valeurs telles qu'on n'en avait jamais relevées dans les villes en question à Météo France, par exemple à Lyon, à Toulouse. Ensuite, il y a eu une nouvelle période fraîche, relativement fraîche en fin août, et on a eu depuis le début du mois de septembre une période extrêmement chaude, relativement, alors moins chaude que la période d'août, on le voit, mais relativement à la normale de température, extrêmement chaude et durable. Un épisode chaud exceptionnel pour un mois de septembre, avec là aussi beaucoup de records de chaleur battus pour un mois de septembre. Donc, sur cette saison chaude, disons, comprise entre le 1er juin et le 20 septembre, ici sur ce graphique, on voit que c'est vraiment la chaleur anormale qui prédomine, un bilan qui est vraiment orienté vers le chaud. D'ailleurs, pour nous à Météo France, l'été constitué par le trimestre juin, juillet et août est le 4e été le plus chaud depuis le début des relevés, avec des anomalies chaudes donc considérables. Donc ça, c'est du point de vue de la température.
Du point de vue des précipitations intenses, on a eu 2 événements assez récents, notamment le 16 septembre dernier, dans l'Hérault, sur les hauts cantons de l'Hérault, là où il y a eu 500 mm de précipitations qui sont tombées en moins de 24 heures. On est au niveau des records là pour le département de l'Hérault, d'ailleurs, sur des telles quantités de précipitations en si peu de temps. Donc un événement pluvieux vraiment très intense, avec quelques inondations heureusement localisées sur des zones où il n'y a pas eu d'un impact trop catastrophique. Et puis 2 jours après, le 18 septembre, cette fois-ci, c'était un peu plus au nord-est, en région Auvergne-Rhône-Alpes, avec la Drôme, l'Ardèche et le Nord-Isère, qui ont eu des pluies très intenses, plus de 200 mm de pluie, avec là aussi des débordements, des inondations localisées. Donc des pluies intenses et des vagues de chaleur ou des chaleurs excessives. Pas besoin de remonter très loin dans le temps pour en observer. Donc ça, c'est vraiment pour notre actualité, je dirais, quasiment immédiate. Et puis en ce moment, il fait également particulièrement chaud pour la saison. Ça ne vous aura probablement pas échappé. Au niveau mondial, alors, un petit point assez rapide sur l'évolution des températures. Vous avez ici la courbe qui montre l'évolution donc des températures mondiales telles qu'elles ont été reconstruites par différents instituts depuis 1850. Donc on voit vraiment la hausse qui est très nette depuis, disons, les années 80, avec un réchauffement qui est évalué globalement à 1,2 degré, donc à l'échelle globale. Tout le monde compris, depuis l'ère pré-industrielle. Donc, bon, ça peut paraître un peu abstrait, évidemment, cette valeur de 1,2 degré, mais par exemple, lors de la dernière ère glaciaire, celle au cours de laquelle la banquise, la calotte glaciaire recouvrait le nord de la France, par exemple, il y avait 6 degrés seulement d'écart entre ce climat très froid et le climat actuel. Donc, 1,2 degré en quelques décennies, c'est quand même considérable déjà. Et c'est un réchauffement qui est inégalement réparti sur la planète. On le voit ici sur cette carte. Plus vous êtes dans les teintes rouges, plus vous avez un réchauffement important déjà constaté. C'est des valeurs déjà observées. Donc, il est plus élevé sur les surfaces continentales que sur les océans, d'une part, et il est plus élevé au pôle et dans les zones arctiques que dans les latitudes plus basses. Et il y a également un effet sur le relief avec des réchauffements qui se manifestent plus fortement sur les zones de montagne par rapport aux zones de plaine. Alors, il y a des effets visibles du réchauffement climatique, certains qui sont assez spectaculaires et connus. La fonte des glaces, bien sûr. Alors, on regarde, il y a les glaciers, bien évidemment, mais on regarde aussi la banquise, qui est assez emblématique, avec des observations satellites depuis le 1979 régulières, qui nous permettent d'avoir un œil assez précis là-dessus. Donc, il y a des records, évidemment, de faible extension de banquise, c'est-à-dire qu'elles s'étendent moins qu'avant, elles font plus qu'avant, elles s'étendent moins qu'avant en hiver, elles font plus qu'avant en été, avec en 2020 le second record le plus bas en Arctique, et cette année, en 2023, ces derniers jours, on sort de l'hiver en Antarctique avec une banquise extrêmement peu étendue. C'est un record d'ailleurs. Il n'y a jamais eu aussi peu de banquise depuis 1979 autour de l'Antarctique, à la sortie de l'hiver. Donc, peut-être plus discret, quoique par moment, l'élévation du niveau marin, donc, qui est mesurée par la satellite de 3,3 mm par an, 8 cm depuis 1993. Donc, ça se manifeste par à-coups et lors de tempêtes avec des submersions marines qui peuvent déborder donc sur les côtes et qui provoquent évidemment l'érosion du littoral. Vous avez ici un graphique qui montre un petit peu l'évolution de cette élévation de niveau marin depuis 1993. Les vagues de chaleur, on l'a vu. Alors évidemment, en France, pas cet été évidemment, mais partout dans le monde, bien évidemment, Australie, Californie, Europe, sur tous les continents. On parle même maintenant de vagues de chaleur océaniques, marines, pour les canicules marines, pour des températures anormalement élevées dans l'eau. Dans les latitudes plus élevées, en Sibérie, en juin 2020, on a approché les 40 degrés localement, ça n'avait jamais été le cas. Et puis également les précipitations intenses et les inondations associées, qui là aussi se constatent partout, sur tous les continents. Très près de nous, il y a eu ces dernières semaines en Libye, en Grèce également, des inondations considérables avec d'énormes quantités de précipitations sur des régions clairement peu habituées. À contrario de ça, dans la problématique, je dirais, de règlement du cycle de l'eau, les sécheresses qui sont, elles, également plus étendues, plus longues, plus sévères sur de nombreux continents. Chez nous, on repensera évidemment à l'année 2022, l'année dernière, où c'était spectaculaire et où ça a eu des conséquences en termes de feux de forêt sur des régions peu habituées qui ont été évoquées précédemment. Cette année 2023, il y a également un contexte de sécheresse, mais quand même beaucoup plus contrasté et moins sévère que l'année dernière, mais c'est pas du tout résorbé pour autant. Et les cyclones tropicaux, alors c'est pas tant en question de fréquence que d'intensité des cyclones les plus puissants. On pense ici par exemple au cyclone Irma et Maria sur les Antilles en 2017 qui avait été particulièrement intense et qui s'était succédé très vite dans le temps en l'occurrence. Alors en France, si on zoome un petit peu en France métropolitaine, donc on a un réchauffement qui est constaté de 1,8 degré depuis 1900. Vous avez ici la courbe des températures depuis 1900 à l'échelle de la France, avec donc la normale là-bas au milieu, c'est la moyenne 1961-1990. Donc quand on est en bleu, on
on est en dessous. Quand on est en rouge, on est au-dessus pour telle année ou telle année. Et on voit vraiment que ça s'est emballé depuis les années 80 hein, sur la France, avec les années les plus chaudes qui sont vraiment toutes les années récentes. L'année la plus chaude en France étant de très loin l'année 2022, sachant que pour l'instant, cette année 2023 la talonne d'assez peu. Donc on verra, il n'est pas impossible qu'on soit à peu près au même niveau. En fin d'année, ça dépendra de la météo des prochaines semaines. Pour les précipitations, le signal est beaucoup moins clair que pour les températures. Hein. On constate déjà une augmentation néanmoins légère sur le nord du pays et une diminution plutôt sur le sud du pays. Mais il est vrai qu'au niveau des extrêmes de précipitations et des pluies intenses, elles ont tendance à être plus fréquentes, ces pluies intenses, avec des records de précipitations aussi sur le pourtour méditerranéen et notamment à l'automne, hein, en ce moment, comme on l'a vu précédemment. Alors, d'autres conséquences, évidemment, sur la France, on a vu l'augmentation des vagues de chaleur, hein, comme on voit ici représenté avec des bulles, hein, la durée et l'intensité des différentes vagues de chaleur un petit peu historiques, là. Donc, avec évidemment des conséquences sanitaires sur les populations. La diminution en miroir des vagues de froid, hein, qui ont tendance à se raréfier avec des hivers moins rigoureux, moins de jours de gel. La dernière vague de froid à l'échelle nationale en France hein, remonte quand même en février 2012, hein, donc ça commence à faire un moment qu'il n'y a pas eu de vague de froid à l'échelle nationale. Une augmentation de la sécheresse, alors en durée et en extension spatiale. Hein, je reparlais de l'année 2022 qui avait été spectaculaire à cet effet, mais bon, en 2023, on n'en est pas sorti. Des conséquences sur l'agriculture, bien sûr, avec cette sécheresse. Et pour les zones de montagne, c'est le nombre de jours d'enneigement qui baisse hein, inexorablement. On le voit ici sur ce graphique, par exemple. Et c'est évidemment une tendance qui va être amenée à se poursuivre. Alors les évolutions possibles d'ici la fin du siècle, en fait, au niveau des vagues de chaleur au niveau national. Hein, donc vous avez ici, disons en jaune-orange, les vagues de chaleur qui ont déjà été observées, et les boules rouges, en fait, c'est les vagues de chaleur simulées par les modèles climatiques. Alors dans un scénario ici représenté particulièrement pessimiste, c'est-à-dire très faible réduction des émissions de gaz à effet de serre, donc évidemment réchauffement très fort, hein, et on a des scénarios donc de forte émission qui pourraient conduire à 5 à 10 fois plus de vagues de chaleur, mais même si on réduit massivement les gaz à effet de serre, il y aura quand même 2 fois plus de vagues de chaleur qu'actuellement, donc il faut quand même s'attendre à les voir se multiplier, et on voit que dans les scénarios extrêmes, hein, donc on a des vagues de chaleur qui pourraient durer 85 jours, c'est-à-dire quasiment 3 mois, hein, des niveaux de chaleur très élevés à la fin du siècle. Un autre paramètre assez symbolique, mais également qui peut être un peu critique dans les milieux urbains, c'est ce qu'on appelle les nuits tropicales. C'est quand la température ne descend pas sous les 20 degrés la nuit. Et donc, c'était un phénomène quasiment inconnu dans le nord de la France jusqu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années. Ça devient de plus en plus fréquent l'été maintenant. Et dans les scénarios de forte émission, on attend jusqu'à 30 à 50 jours hein, de ces fameuses nuits tropicales, donc où il n'y a pas de fraîcheur nocturne à la fin du siècle. Hein. Alors maintenant, comment s'informer? Eh ben, nous, à Météo France, on a développé la vigilance météorologique, que vous connaissez sans doute, hein, qu'on voit ici dans ce petit encart, avec des principes en fait qui sont simples, universels, accessibles à tous. Donc le principe, c'est d'avoir une carte de France qui présente un niveau de danger par phénomène météo et par département pour faciliter le repérage géographique. 4 niveaux de couleurs qui correspondent à 4 niveaux de danger, vert, jaune, orange et rouge. Avec des conseils de comportement adaptés en fait à chacune de ces couleurs qui ont été définies par les pouvoirs publics, donc pour assurer au mieux la sécurité des citoyens, et des bulletins de suivi qui sont rédigés par mes collègues de Météo France, hein, ceux qui accompagnent en fait ces différentes cartes. Ce niveau de vigilance, donc, il a été défini par Météo France, hein, mais avec des critères en fait qui ont été établis conjointement. Alors, d'une part, il y a les autorités de gestion de crise qui eux nous informent sur les sensibilités éventuellement locales à des événements passés, des conséquences observées de catastrophes météorologiques et des niveaux d'acclimatation. Et nous, Météo France, évidemment, on confronte ça avec nos modèles, nos prévisions météo, une intensité de la pluie, une intensité du vent, une intensité de la température, et en croisant ces données de vulnérabilité d'un côté des populations et intensité prévue, on ajuste le niveau de couleur, l'impact attendu en fait du phénomène météo. Donc c'est un dispositif en partenariat hein, sous pilotage interministériel entre le ministère de la Transition écologique, de l'Intérieur et de la Santé. Donc, c'est un dispositif qui est en constante évolution. En 2001, il a été créé avec 5 phénomènes simplement, orage, pluie, inondation, vent violent, avalanche et neige-verglas comme phénomène. En 2004, on a rajouté les canicules et le grand froid. Et en 2011, on a rajouté les vagues submersion et les crues. Donc, une information produite par notre partenaire de Vigicru. Donc, le site de vigilance, il a été enrichi en 2022 avec une double carte, c'est-à-dire une carte pour aujourd'hui et demain, je vais vous montrer juste après rapidement, avec une localisation plus fine, notamment pour les phénomènes de vagues submersion et des avalanches. On peut aller au niveau
infradépartementale, c'est-à-dire en dessous de l'échelle du département. Il y a des bulletins de suivi détaillés et plus riches que jamais rédigés par les collègues et des cartes de prévision explicatives. Quelquefois, il y a même accompagné de cartes comme on voit ici, des infographies réalisées par mon équipe de l'unité média, qui sont finalement des synthèses du danger attendu, ici une tempête de vent. Cette vigilance est complétée par deux choses, la prévision des phénomènes dangereux et les avertissements plus intenses à l'échelle des communes que je vais vous montrer donc brièvement maintenant. Voilà. Hop, donc vous avez la carte de vigilance par exemple pour aujourd'hui, donc il y a beaucoup de vert parce que c'est très anticyclonique, le temps est très calme, sauf en jaune où il y a une vigilance crue sur un cours d'eau donc de Charente-Maritime. Et vous avez ici, par exemple, quand on clique sur le cru, un lien qui renvoie vers la carte du partenaire Vigicru. On voit le petit cours d'eau qui est en vigilance jaune crue ici sur la Charente-Maritime. Donc, si je reviens en arrière, vous avez la carte d'aujourd'hui, mais vous avez également la carte de demain, donc qui couvre toute la journée de demain jusqu'à minuit, avec donc demain toujours cette vigilance crue sur la Charente-Maritime, et en plus, il y aura une vigilance vague submersion de niveau jaune sur le littoral des Langues et des Pyrénées-Atlantiques. Alors, vous avez un onglet ici, prochains jours, qui permet de voir un peu les risques attendus pour les prochains jours en termes météorologiques. Donc, vendredi, samedi, aucun phénomène dangereux attendu. On a une période très calme anticyclonique. Même chose dimanche, lundi, mardi et mercredi. Mais s'il y a des risques attendus sur un des phénomènes, pluie, vent, etc., vous allez pouvoir le voir figurer sur cet onglet prochains jours. Et par ailleurs, vous avez donc sur l'onglet pluie intense, les fameux APIC, avertissements pluie intense à l'échelle des communes, qui sont accessibles à tous, qui vont vous dire en temps réel, en fonction des pluies qui viennent de tomber, à l'échelle de chaque commune de France, est-ce que vous avez des pluies particulièrement intenses ou très intenses en les comparant aux pluies déjà relevées à cet endroit-là. Si c'est des pluies qu'on retrouve en moyenne tous les 10 ans, vous aurez une précipitation intense qui va apparaître. Et si c'est tous les 50 ans seulement, précipitation très intense. Donc vous pouvez adapter véritablement le suivi et la gestion de crise en suivant cet outil. Parfait, Monsieur Gourand. Ça a été un exposé très clair, très clair. La vigilance météo, c'est un élément de l'information prévisible à court terme, mais on s'est rendu compte que des fois, elle nous réserve des surprises. Des fois, elles sont bonnes, des fois, elles sont moins bonnes, mais bon, voilà. Mais il y a d'autres éléments. Je pense qu'on vous a freiné un petit peu parce que vous avez énormément de choses à dire. C'est très intéressant, mais on pourra peut-être aller plus loin dans les questions. D'autres éléments d'information importants doivent parvenir aux citoyens, notamment le DICRIM. Mais là, Monsieur Virgile Mounier va nous éclairer là-dessus. Ce sont des moyens mis en place pour informer la population. Donc, je laisse la parole à Monsieur Virgile Mounier. Bonjour à tous. Donc, effectivement, alors avant de parler de ce document, donc cet outil qui est question dans mon intervention, je voulais juste revenir sur une notion qui est importante, qui a été abordée dans la première intervention, qui est cette notion de la culture du risque, et qui s'intègre donc véritablement dans la gestion des risques majeurs en France. Donc cette gestion des risques majeurs en France, elle repose sur 3 piliers fondamentaux. Donc ça rejoint un petit peu l'image du Trivial Pursuit, mais dans un agencement un peu différent. Donc 3 piliers principaux, dont la prévision. Donc on a eu la chance d'en parler à l'instant avec l'émission Météo France qui permettent de prévoir tous les phénomènes liés à la météorologie, et les phénomènes climatiques également. Un deuxième pilier sur la protection, où là on sera plus sur les actions, les missions qui concernent donc les services de secours, les associations de sécurité civile, les maires et les préfets qui œuvrent pour la protection des habitants, la sauvegarde de la population. Mais là, on va surtout se focaliser sur ce premier pilier, donc de la prévention, donc dans lequel on va ranger notamment tout ce qui est information de la population, sensibilisation, communication. Donc toutes ces notions-là ont un rapport avec cette fameuse culture du risque. Et on va essayer de mettre une petite définition derrière cette notion de culture du risque, même si on l'a abordé un petit peu tout à l'heure. La culture du risque, tout simplement, c'est l'ensemble des connaissances qui sont propres aux individus, à chacun d'entre nous, et qui sont propres plus généralement à une société. Donc dans cette culture du risque, on peut y ranger donc toutes les connaissances qui sont relatives aux risques majeurs et aux phénomènes qui en sont responsables. Donc comment fonctionne une crue, comment fonctionne un séisme, un mouvement de terrain, une avalanche, sans trop rentrer dans les détails techniques ni scientifiques, mais juste connaître la cinétique de ces phénomènes-là, ou savoir comment ces phénomènes se déclenchent, notamment. La culture du risque, c'est aussi l'appréhension de notre vulnérabilité, donc de savoir un petit peu quelles sont les conséquences que ces phénomènes-là peuvent avoir sur nous, sur nos enjeux. Là, c'est pareil, je rejoins un petit peu un mot qu'on a vu au début. Les enjeux, c'est tout ce qui a de la valeur pour nous, à commencer par notre intégrité physique,
à notre maison, à nos biens, à nos routes, à notre agriculture, etc. Donc tout ce qui a de la valeur pour nous. Donc l'appréhension de cette vulnérabilité-là. Et surtout, ce qu'on retrouve dans cette culture du risque, et ce qui est important, c'est tout ce qui est rapport au comportement, donc aux bons réflexes que chacun peut et doit avoir face à une situation à risque, une situation qui présente un danger. Donc juste un petit élément historique concernant donc cette culture du risque qui a commencé à s'imposer au début des années 2000, notamment après le passage des tempêtes Lothar et Martin en 1999. Suite à cet événement-là, il y a un constat qui a été mis en lumière, c'est qu'on avait beau réfléchir à toutes les stratégies pour protéger la population, investir tous les moyens humains et techniques dans cette mission justement de protection des populations. Si on excluait donc le citoyen de toute cette stratégie-là, ben, on faisait fausse route. Tous ces efforts seraient éventuellement vains. Donc, depuis le passage de ces tempêtes-là, une nouvelle loi a émergé de ce constat-là, donc la loi de la modernisation de la sécurité civile en 2004, qui nous dit tout simplement qu'il faut placer le citoyen au cœur de la politique des gestions des risques aujourd'hui, et de développer donc cette fameuse culture du risque. Donc, cette culture du risque, aujourd'hui, on souhaite la développer parce qu'effectivement, elle a été mise en lumière au début des années 2000. Aujourd'hui, on est en 2023 et on est encore loin d'estimer que cette culture du risque est suffisamment présente en France, en tout cas. Donc, il faut qu'on continue d'informer, de communiquer, de sensibiliser la population, les gens, les citoyens, pour tendre au mieux vers cette culture du risque. Parce qu'aujourd'hui, on l'a vu avec la première intervention, ce qui fait le plus de dégâts, c'est peut-être pas toujours le phénomène en lui-même, mais la réaction parfois inconsciente des personnes qui n'identifient pas forcément un danger en lien avec une situation ou un risque en cours sur son lieu de vie. En tendant vers cette culture du risque, en l'améliorant, en la développant, en informant un petit peu tout le monde, on pourra tendre aussi vers une population plus résiliente. Donc je définis un petit peu ce que ça veut dire résiliente. La résilience, c'est cette capacité à surmonter les événements en limitant les effets négatifs des catastrophes. On n'arrivera jamais à les neutraliser complètement, hein, quand on aura des phénomènes, etc. Mais on peut en tout cas en limiter les effets négatifs. Cette nécessité d'informer la population, elle est d'autant plus importante quand il s'agit de territoires montagneux, de territoires de montagne, où on retrouve tout un panel de risques qui est beaucoup plus diversifié que par rapport à des territoires de plaine, par exemple. Donc là, je vous ai mis des photos un peu illustratives de phénomènes relativement intenses. Donc ici, dans les Pyrénées, le Massif central et dans les Alpes, on retrouve ces fameux phénomènes naturels, tels que les avalanches, les mouvements de terrain, les feux de forêt, le risque sismique également qui est présent, les crues torrentielles, les chutes de blocs, etc. Et j'en passe. Donc, je vous propose d'aller donc dans la commune de Naï, qui est située dans les Pyrénées-Atlantiques. Donc, c'est une commune béarnaise de 3500 habitants, qui est située donc sur le piémont pyrénéen. Alors, sur la photo, on voit que c'est relativement plat, mais voilà, je vous promets qu'on est vraiment sur le piémont pyrénéen. C'est une commune qui est traversée notamment par le Gave de Pau, qui est la rivière principale qui traverse donc cette commune et qui draine un certain nombre de cours d'eau relativement importants et nombreux dans le pays lourdais et de la vallée des Gaves. Donc, sans surprise, sur ce type de commune, on y recense pas mal de risques. J'ai cité donc le Gave de Pau à l'instant, qui est donc la rivière qui traverse la commune. Donc le risque inondation, il est clairement identifié sur cette commune, comme l'illustre la photo, avec le pont de la commune et les embâcles qui se sont formés sous les arches. Donc une crue importante qui a eu lieu en juin 2013 et qui a affecté un petit peu la commune et ses habitants. C'est une commune qui est située aussi sur les coteaux, qui donne lieu justement à la possibilité de voir survenir des glissements de terrain, des mouvements de terrain, des phénomènes qui sont liés à la météorologie, des risques météorologiques. Donc là, je parle notamment des orages, de la grêle, des chutes de neige importantes, des vents violents, etc. Donc des phénomènes qui peuvent altérer notamment le fonctionnement de notre quotidien. Le risque sismique aussi, qu'on voit sur la carte en bas à droite. On voit que la commune de Naï est située dans la zone rouge, qui correspond donc sur la carte du zonage sismique dans une zone de sismicité 4 sur une échelle de 5.
Donc, pour faire simple, on peut s'attendre dans ces secteurs-là à ressentir les effets de séismes relativement forts. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a une nécessité donc d'informer la population vis-à-vis de ces risques-là qui sont recensés, qui sont clairement identifiés. C'est une nécessité, mais c'est aussi un droit que chaque citoyen possède. C'est un droit à l'information, hein, que tout le monde a sur les risques auxquels ils sont soumis. Et c'est une obligation pour les collectivités, les autorités, de diffuser cette information-là auprès de la population, auprès des citoyens. Plusieurs manières de le faire, mais aujourd'hui, on va se focaliser sur la principale, hein, le DICRIM. Alors, le DICRIM, c'est un acronyme qui veut dire Document d'information communal sur les risques majeurs. Concrètement, c'est un document qui est réalisé par le maire, puisque là, on parle véritablement de l'échelle communale. C'est un document qui doit être réalisé de manière obligatoire pour toutes les communes qui sont exposées à au moins un risque intense. Dans un territoire tel que les Pyrénées, toutes les communes sont concernées, hein, par cette obligation-là, au regard notamment du risque sismique. C'est un document que vous pouvez retrouver consultable donc en mairie, si une diffusion dans les foyers a été réalisée par votre municipalité. Concrètement, ce DICRIM, il sert à quoi? Il sert à informer donc sur les risques qui sont propres, qui sont inhérents à la commune. Donc de faire prendre conscience de ces risques-là aux habitants, aux administrés, ces risques qui ont été identifiés dans leur lieu de vie. Quand j'entends lieu de vie, je veux dire là où on habite, là où on travaille, là où on exerce ses loisirs notamment. Ce document permet d'avoir une plus juste perception de ces risques, qui s'appuie sur les phénomènes qui ont pu avoir lieu par le passé notamment. Donc voilà, c'est un document aussi qui, surtout, et enfin avant tout, qui permet d'acquérir ces fameux réflexes nécessaires à la sauvegarde de son intégrité, celle de ses biens, de savoir comment réagir face à telle ou telle situation. Donc voilà, j'ai extrait quelques parties du DICRIM, du document d'information communale de cette commune de Naï. Donc dans ce document, ce que vous allez pouvoir retrouver, et partout ailleurs, hein, c'est quelques éléments de définition, hein, pour montrer un petit peu ce qu'on entend quand on parle de risques majeurs. Un listing des risques qui sont présents exclusivement sur le territoire de votre commune. Donc là, on le voit, hein, pour Naï, inondation, risque météorologique, mouvement de terrain, séisme, transport de matières dangereuses. Et ensuite, vous avez un peu plus de précision sur chacun de ces risques dédiés donc sur une page. Là, j'en ai extrait une sur la page de droite. Là, je peux en lire l'extrait. La commune est traversée par 2 cours d'eau importants, le Gave de Pau et son affluent en rive gauche. Donc là, on parle véritablement des risques qui sont identifiés sur la commune, avec les cours d'eau de la commune. Il ne s'agit pas d'informations génériques ou à une échelle plus grande, mais là, on parle véritablement des risques de votre commune, dans ce document-là. On va retrouver notamment dans ce document quelques événements historiques qui ont eu lieu par le passé dans cette commune, à Naï. Ça permet aux gens qui n'ont pas forcément été témoins d'une crue importante ou d'un séisme important ou d'un événement important, ça leur permet de prendre conscience que même si eux, ils n'ont jamais été témoins de tout ça, l'histoire nous démontre que ça a déjà eu lieu, que ça peut encore avoir lieu à l'avenir. Autre type d'information également, donc recenser les risques, c'est bien, mais si on peut les localiser sur la commune, c'est encore mieux. En tant que citoyen, je saurai à quel endroit, quelles sont les zones de ma commune qui peuvent être soumises à des inondations, des zones submersibles. Donc ça me permet d'être plus attentif dans ces zones-là. C'est un document aussi dans lequel vous allez retrouver toutes les mesures que votre municipalité va mettre en place en situation d'urgence pour assurer la protection des habitants. Et bien sûr, vous allez retrouver une information essentielle, et c'est peut-être l'information la plus opérationnelle dans ce type de document, c'est tous les bons réflexes qu'il faut adopter en cas de crue, en cas de séisme, en cas d'avalanche, etc. Ça illustre un petit peu le propos que je viens de faire. Vous allez avoir toute une série de bons réflexes à adopter pour chacun des scénarios de risque, avec une chronologie qui se suit pour chacun d'entre eux. Hein. Ce que je peux faire, moi, à mon échelle, en tant que citoyen, avant, pendant l'événement et après. Donc ça, ce schéma tous ces contenus-là, on est censé les retrouver systématiquement dans chacun des DICRIM, dans cet outil préventif donc qui est le DICRIM, le document d'information communal sur les risques majeurs. Je vous remercie pour votre attention, et si je devais conclure sur un dernier mot, je vous encouragerais donc à peut-être aller vous renseigner auprès de votre mairie, voir si le DICRIM a été mis en place, et d'aller se renseigner donc sur les risques qui sont présents dans vos lieux de vie. Merci. Si vous avez des questions, je suis disponible.
Merci, Monsieur Mounier, pour vos informations très claires. En effet, le citoyen est en première ligne. Son implication dans les différents dispositifs est très importante et c'est à travers effectivement les informations que les mairies pourraient leur donner qu'ils seront efficaces s'ils devaient se mettre à l'abri, par exemple. Alors, il y a évidemment, ces 3 exposés ont suscité pas mal de questions. Par exemple, une première question, une question d'ordre général. Peut-on avoir les présentations de tous les documents qui ont été présentés là maintenant, les PowerPoint? Elles seront transmises pendant la semaine de la résilience à toutes les personnes qui se seront inscrites sur le site. Donc là, vous disposerez de tous les PowerPoint qui ont été présentés. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, pour les questions. Alors, une question est arrivée plusieurs fois. Alors, peut-être, Monsieur Mounier, vous pouvez répondre. Est-ce que les communes ont l'obligation de faire un DICRIM et pour quelles raisons elles seraient obligées de le faire? Oui, alors l'obligation, elle fait écho au droit du citoyen. Toute personne est en mesure d'être informée sur les risques qui sont présents dans ces lieux de vie. L'obligation, elle concerne notamment les communes sur lesquelles on a identifié au moins un risque, un réel risque majeur. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, toutes les communes qui sont sujettes à cette obligation-là l'ont fait, parce que réaliser un tel document, c'est plutôt facile pour des grandes communes. C'est un peu moins évident pour les très petites communes, notamment ici dans les Pyrénées, où on a beaucoup de communes valléennes qui sont soumises à un panel de risques relativement divers et importants, mais qui disposent de ressources humaines assez limitées pour mettre à jour un tel document, le réaliser en tout cas. Donc il y a obligation, mais il y a aussi réalité des moyens derrière pour réaliser ce document-là. Effectivement. Alors, on pourrait compléter, si vous voulez bien, par le fait de dire qu'une commune a au moins un risque, mais comment on sait si elle a au moins un risque? On peut aller sur un site du gouvernement, le site Géorisque, et là, on va savoir si la commune concernée a au moins un des risques. Si elle a un des risques, naturels ou technologiques, elle devra faire un DICRIM, donc une information à la population pour la connaissance de ce risque et puis les mesures à prendre en cas où il se produirait sur la commune. Donc, on peut renvoyer les gens sur Géorisque, le site, et il suffit de taper en clair le nom de la commune et de savoir exactement par quoi on est concerné sur la commune. Il y avait une question, est-ce que votre association travaille? Ça, c'est avec le gouvernement. Là, c'était une question pour l'AFP-CNT, évidemment. L'association AFP-CNT ou IFORM ou les autres associations travaillent avec le gouvernement sur la problématique des risques, sur la résilience et toutes ces choses-là. Évidemment, ça n'est pas fait simplement de notre côté. C'est en lien avec le gouvernement. Une question pour Monsieur Gourand. Sur quelle période est calculée la normale des températures? Alors, la normale des températures est calculée sur une période de 30 ans. On fait la moyenne des températures sur 30 ans parce qu'on considère que ça donne, on n'est pas dépendant d'une année particulière. En gros, c'est une période de temps suffisamment longue pour donner une idée du climat d'un lieu. Donc, on met à jour ce qu'on appelle ces normales de température trentenaire tous les 10 ans. Donc, la dernière normale en vigueur et celle que j'ai présentée tout à l'heure dans le graphique a été calculée sur la période 1991-2020. Mais en fait, il y a eu avant 1981, 2010, etc., etc. Et on voit d'ailleurs avec le réchauffement climatique que les normales elles-mêmes, ces fameuses normales, ces moyennes, elles augmentent évidemment avec le temps. Plus les nouvelles normales sortent tous les 10 ans, évidemment, on gagne 0,5, 1 degré par mois sur telle ou telle ville. Enfin, on voit vraiment ces fameuses normales évoluer. Une autre question pour Monsieur Gourand, non pas pour Monsieur Gourand, cette fois-ci pour Monsieur Mounier. Quand on parle de risque intense, vous avez dit ce mot-là tout à l'heure. Il faudrait éclairer un peu ce risque intense. Quelles sont les obligations en cas de réalisation? Voilà. C'est vrai que ce terme-là, il me semble qu'il apparaît dans la réglementation, dans la législation, concernant l'obligation de réaliser les DICRIM. Mais ce qu'on entend par là, c'est simplement les risques qui font partie de la nomenclature que M. Sachard nous a présentée en début de session. Je pense que l'idée, c'est de dire que toute commune qui identifie donc un risque d'inondation clair, des risques météorologiques, etc., clairement identifié avec une certaine intensité sur sa commune, est dans l'obligation de réaliser ce document. Donc, ce que j'entends par risque intense, c'est risque véritable d'inondation, de mouvement de terrain, d'avalanche, de risque sismique.
Alors, tout à l'heure, vous avez répondu en partie, je crois, à la question suivante, c'est pourquoi les communes ne communiquent pas sur les risques de leur commune. Oui, ça dépend. Voilà. Faire de la communication, c'est pas évident aujourd'hui, à l'ère du numérique, on va dire, puisqu'aujourd'hui, chaque personne, on est tous un petit peu noyés dans un flot d'informations continues, dans lequel il est un petit peu difficile de distinguer les informations importantes de celles qui le sont moins. Pour faire entendre sa voix, il faut redoubler d'efforts, y mettre les formes, y mettre le fond également. Donc c'est quelque chose qui est compliqué pour notamment là les mairies de communiquer sur ces phénomènes-là. Quand voilà, je l'ai dit avant, c'est surtout des questions de moyens financiers, de ressources humaines derrière, qui permettent d'avoir une communication à l'échelle communale efficace ou moins efficace. Donc, on a évoqué une rivalité peut-être entre des communes, par exemple du littoral, qui éviterait de signaler un risque ou un autre risque pour ne pas perdre, si vous voulez, une clientèle du littoral face à un risque. Donc, il y a quand même ces petites rivalités qui existent. Il y a effectivement la méconnaissance aussi des documents, la méconnaissance de l'information, les moyens pour faire l'information. Tout ça fait qu'on communique plus ou moins. Oui, mais aussi difficile que ça puisse être de faire cette communication-là, il ne faut pas oublier que effectivement chaque citoyen a ce droit, c'est quand même un droit que chacun a, un droit à l'information sur les risques auxquels on est soumis dans certaines zones du territoire. Donc il faut tout de même faire les efforts nécessaires pour que cette communication-là, elle arrive auprès de chaque individu. Il y a beaucoup de questions sur le côté du chat, là. Je ne pense pas qu'on aura le temps de répondre à toutes ces questions-là parce que le temps passe et j'aimerais donner quelques informations. Déjà, je voudrais remercier, un grand merci à nos experts. Monsieur Sacher est déjà parti, mais pour Monsieur Gourand et puis Monsieur Mounier, un grand merci pour votre implication pendant ce webinaire. Vous avez été clairs. Je pense que les questions pourront naître derrière dans les prochains webinaires, puisqu'il y en a un autre qui est prévu. Et j'invite les gens à se préparer au prochain webinaire qui aura lieu vendredi 29 septembre à 13 h. Donc, c'est le prochain échange. Comment se préparer à la catastrophe. Donc, il y aura une suite dans ce qu'on a dit aujourd'hui. Un grand merci aux 92 participants qui sont venus de tous les coins de la planète, on peut le dire, puisque le Canada, et quand on pense au décalage horaire de certains pays, c'est un effort également pour ces gens-là. Merci à eux pour leur présence pendant ce webinaire. Les questions restées en attente, on essaiera d'y répondre peut-être dans le compte-rendu qui sera fait à la fin, pendant la semaine de la résilience, le 13. Alors, je rappelle la date du 13 octobre, c'est une journée décidée par le gouvernement pour en faire la journée de la résilience. Bien sûr, des actions auront lieu tout autour du 13 octobre, ça n'est pas limité au 13 octobre, donc il faudra quand même s'adapter au 13 octobre, mais le 13 octobre est une date repère. Nous vous remercions pour votre participation, remercions les personnes de l'IFORM et de la FPCNT qui ont organisé cet événement, puisqu'ils étaient là derrière. Vous ne les voyez pas, ils sont cachés derrière une petite image et c'est dommage. Et puis, on va conclure. Donc, je vous donne le prochain rendez-vous pour le prochain webinaire. C'est vendredi 29 septembre à 13 h pour la suite de l'événement. Comment se préparer à la catastrophe.